28 mai 1940. Ministère de l'Aviation du Reich, Berlin. Le maréchal Hermann Göring a quitté le rapport de renseignement sur la table avec un geste de pur dédain. Le document a décrit la demande du président Franklin Roosevelt au Congrès américain pour une expansion sans précédent dans la production d'avions, pas moins de 50 000 avions par an. Pathétique, se moqua de Göring devant ses conseillers. S'ils pensent que cette fanfare nous intimidera, ils se trompent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la production de guerre. Ils essaient d'adapter leurs usines de voitures. Bientôt pour construire des avions de combat, ce n'est pas comme mettre en place une Chevrolet. Ce que le haut commandement allemand n'a pas imaginé, c'est qu'à ce moment même, à Détroit, un immigrant danois nommé William Knudsen a déjà prouvé qu'ils avaient tort. L'ancien président de General Motors, qui travaillait maintenant pour $1 symbolique par an en tant que responsable de la production de Roosevelt, a orchestré la plus grande transformation industrielle de l'histoire. En seulement 4 ans, les États-Unis dépasseraient non seulement l'objectif impossible de 50 000 avions, mais atteindraient près de 100 000 avions annuels, tout en fournissant 2 fronts de guerre dans les océans opposés. La déclaration qui a provoqué la dérision allemande avait été faite le 16 mai 1940, précisément lorsque les rétrécissements blindés nazis se sont avancés dévastateurs à travers la France. Face au Congrès, Roosevelt était exhaustif: « Je veux que cette nation soit prête à produire au moins 50 000 avions par an. » La réaction était du scepticisme même parmi les Alliés. Après tout, en 1939, les États-Unis n'avaient fabriqué que 3611 avions militaires. L'American Air Force avait 1700 avions de combat, dont beaucoup sont obsolètes. Demander une augmentation de 14 fois en production semblait fou. Mais il y avait un homme déterminé à en faire une réalité. Lorsqu'on lui a demandé qui pouvait effectuer un tel exploit, le conseiller présidentiel Bernard Baruch était simple: tout d'abord, Knudsen. Deuxièmement, Knudsen. Troisième, Knudsen. Knudsen, qui avait abandonné un salaire de $300 000 par an pour servir sa patrie adoptée, a appliqué les principes de la production de masse automobile à l'industrie aéronautique. La métamorphose a été immédiate. En décembre 1941, les usines américaines livraient déjà 2000 avions militaires par mois, 20 fois plus de 2 ans plus tôt. Ford a annoncé la construction d'une gigantesque bombardement des bombardements à Willow Run, Michigan. Boeing a élargi ses installations à Seattle. Douglas Aircraft a embauché des milliers de travailleurs. L'arsenal de la démocratie s'est éveillé en pleine force. L'erreur stratégique des dirigeants nazis est née d'un mélange toxique, préjugés raciaux et déni délibéré de la réalité. Le général Friedrich von Boetischer, attaché militaire allemand à Washington entre 1933 et 1941, a envoyé des rapports précis sur la mobilisation industrielle américaine. En décembre 1940, il a prévenu: la production de guerre américaine atteindra des niveaux inimaginables. Berlin a ignoré l'avertissement comme le défaitisme exagéré. Lorsque Boetischer a trouvé Hitler en février 1939 pour discuter du potentiel américain, le Führer est sorti pour parler de la dégénérescence raciale américaine, demi-noir incapable de soutenir une guerre prolongée. Cette cécité idéologique scellerait le sort du Troisième Reich. Les préjugés ont contaminé tous les niveaux. L'intelligence de Luftwaffe a ri des nouvelles des femmes travaillant dans des usines d'avions, les interprétant comme un signe de désespoir. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'une démocratie pouvait surmonter efficacement un régime totalitaire. Lorsque les usines ont déclaré opérer en 3 quarts de travail ininterrompu, les analystes allemands ont été exagérés. Sa vision du monde n'avait tout simplement pas la réalité américaine. Aucun symbole ne représentait mieux cette puissance que la Ford Factory de Willow Run. Élevé à partir d'avril 1941 sur les terres agricoles, il est devenu la plus grande unité industrielle du monde sous un seul plafond, 3,5 millions de pieds carrés, avec une ligne de montage d'1 mile de long. Charles Sorensen, chef de la production de Ford, a promis de faire un bombardier BE-24 Liberator par heure, alors que d'autres usines ont pris une journée entière pour produire un seul avion. Les premiers résultats ont été désastreux. Le premier BE-24, achevé en septembre 1942, a dû être entièrement reconstruit. Les taux de défaut ont atteint 50%. En février 1943, la production mensuelle a à peine atteint 56 bombardiers, loin des centaines promises. Les critiques ont surnommé le Will il courir? Usine? Cela fonctionnera-t-il? Mais les ingénieurs de Ford ont persisté. Ils ont démembré les 488 193 composants BE2 dans des sous-ensembles gérables. Ils ont développé des outils de rivetage hydraulique,
des fils préfabriqués et des lignes de montage mobiles. Rien qu'en 1943, ils ont incorporé 578 modifications du projet sans paralyser la production. Les chiffres ont commencé à changer, 148 bombardiers en septembre, 365 en décembre. Le Big Leap est arrivé en avril 1944, lorsque Willow Run a livré 428 BE-24 SO1 toutes les 63 minutes, 24 heures par jour. Une seule usine a dépassé toute l'industrie aéronautique allemande. Les pilotes de Luftwaffe ont eu leur première dose de réalité dans la campagne Tunisie. En décembre 1942, le major Johannes Steinhoff, commandant JG-77, a marqué dans son journal « Les pilotes américains ne sont plus amateurs. Et le pire, chaque jour, ils en apparaissent plus. » Les preuves sont devenues écrasantes en 1943. Le 27 janvier, le premier bombardement américain sur le terrain allemand, 64 avions attaquant Wilhelmshaven. Jusqu'en octobre, pendant un Black Jeudi à Schweinfurt, les États-Unis pourraient perdre 60 bombardiers et les reconstituer dans 2 semaines. Le compte ne s'est plus fermé aux Allemands. Au cours de la Great Week, 20 à 25 février 1944, les 8e et 15e forces aériennes ont lancé 3500 missions de bombardement contre la production d'avions allemands. Luftwaffe a perdu entre 262 et 355 combattants, et, plus critique, environ 100 vétérans, des coureurs irremplaçables. Le général Adolphe Galland a dit à Göring une vérité brutale, l'Allemagne a perdu 1200 combattants par mois tout en produisant 1000, les États-Unis ont déjà fait 2500 combattants mensuels et n'ont perdu que 400. S-allemand Heinz Bahr, avec 220 victoires, a décrit une mission à propos de Brunswick en janvier 1944, la formation de bombardiers est tirée de horizon à horizon, au moins 700 Flying et Liberator Fortress. Nous étions 8 combattants contre des centaines. Il n'y avait aucun espoir. En 1944, la production américaine a atteint les dimensions stratosphériques, 96 270 avions cette année-là, dont 16 048 bombardiers à 4 moteurs, 35 743 combattants et 22 591 avions multimoteurs. Seul, ce volume a dépassé toute la production de guerre allemande, environ 94 677 avions. Mais la différence n'était pas seulement quantitative. Chaque bombardier américain transportait 13,50 Mitry Guns avec des milliers de munitions. Les combattants allemands ont décollé avec des charges de carburant et d'armes réduites. Alors que le BE-17 américain avait des tours pivotantes motorisées, des bombardements avancés et un équipement de voile de pointe, de nombreux Messerschmitt n'avaient même pas de radio. L'usine Boeing de Seattle a produit 16 BE-17 par jour en mai 1944. Douglas Aircraft, qui employait seulement 68 personnes en 1936, comptait maintenant 167 000 travailleurs en 9 unités. L'aviation nord-américaine a livré 500 combattants Mustang PE-51 par mois. Lockheed a fait une foudre PE-38 toutes les 90 minutes, mettant en œuvre 2127 améliorations basées sur le combat. L'industrie du soutien a accompagné le rythme, General Motors a produit 57 658 moteurs d'avions sous licence, Packard, 55 523. La machine de guerre américaine a non seulement fonctionné, elle a écrasé tout concurrent pour la force pure de l'innovation et de l'échelle. Le Rolls-Royce Merlin, le moteur qui a stimulé les combattants britanniques, puis les Mustangs américains PE-51, est devenu un symbole d'une alliance industrielle sans précédent. Tandis qu'Alcoa a multiplié sa production d'aluminium de 600%. Transformant les montagnes de bauxite en ailes de liberté, Dow Chemical a relevé sa production de magnésium de 6 millions à 333 millions de livres sterling, suffisamment pour construire des escouades entières de bombardiers légers et résistants. Ce n'était pas seulement une expansion, c'était une révolution matérielle, où chaque alliage métallique, chaque composant chimique, a été forgé dans l'urgence de la victoire. Mais le vrai coup contre Reich ne venait pas seulement des machines, mais de ceux qui les ont exploitées. La main-d'œuvre américaine a détruit des dogmes nazis avec des chiffres implacables. En 1941, les femmes représentaient moins de 1% des travailleurs de l'aviation, jusqu'en 1943, il y avait 65% à 310 000 mains qualifiées, des cerveaux précis et des cœurs incassables façonnant le sort de la guerre. À Douglas Aircraft à Long Beach, 22 380 des 41 620 employés étaient des femmes, pas comme des substituts temporaires, mais comme une colonne vertébrale de la production. Roswell Monroe, la vraie Rosie, le REB conduisant, a engelé 3000 rivets de car avec une précision de 99,5% à Willow Run, tandis que les équipes d'inspection féminines ont réduit les défauts de 3,2% à 0,3%, transformant la qualité en arme stratégique. L'adaptation était génie. Les outils repensés par Ford pour les petites mains,
et ce qui a commencé comme une concession à l'ergonomie est devenu un saut d'efficacité, les outils pneumatiques plus légers ont réduit la fatigue, les postes de travail repositionnés ont diminué les accidents. Le renseignement allemand a ri de ce désespoir, un rapport de Luftwaffe capturé méprisait les travailleurs comme un travail de fortune, prédisant un effondrement de qualité. Ils avaient tort. Les femmes ont dominé les détails, câblage impeccable, instrumentation millimétrique, inspection implacable. Ce que les nazis considéraient comme une faiblesse était, en fait, la force d'une démocratie qui a mobilisé tout son peuple. Alors que l'Amérique a décollé, l'Allemagne a coulé dans des délires. En février 1944, Göring a autorisé le programme Jaeger, une évasion désespérée dans 729 installations souterraines, où 60 000 squelettiques, malades, brisés, ont été contraints de travailler dans des conditions qui en ont tué 20 000. Le résultat ? Plus de défauts que les avions. Le sabotage était routine, les composants sont sortis des lignes de montage déjà condamnées. Le transport entre les usines dispersées a créé des goulots d'étranglement logistique et la qualité s'est effondrée. L'ensemble du complexe de Mittelwerk, avec son horreur et son inefficacité, a produit moins de moteurs par mois qu'une seule Ford Factory à Chicago. L'Amérique, entre-temps, a accéléré pour l'avenir. Boeing a réinventé la construction du BE-29, divisant sa production en 4 plantes avec des pièces 100% interchangeables, un exploit d'ingénierie dont l'Allemagne n'a même pas rêvé d'égal. Chaque Superforce, avec sa cabine sous pression et sa technologie de pointe, a coûté 65 000 $, mais sa valeur stratégique était inestimable. Jusqu'au début de 1945, les États-Unis ont fait 100 BE-29 par mois, des bombardiers capables de brûler le cœur de l'Empire japonais avec une précision chirurgicale. D&D a été le verdict final. 11 590 avions alliés contre 319 sorts allemands, une supériorité de 36 à 1. Ce n'était pas tactique, c'était une annihilation industrielle. Au cours des 5 mois précédant l'atterrissage, les bombardiers américains ont attiré 145 000 tonnes de bombes sur l'Allemagne, plus que toute la Luftwaffe a joué en Angleterre pendant toute la guerre. Transport Aviation a lancé 3 divisions aérotransportées en une seule journée, en utilisant plus d'avions que l'Allemagne dans sa flotte de transport. Jusqu'en décembre 1944, des raids uniques impliquaient 1200 bombardiers escortés pour 900 combattants au PE-51 Mustang qui, avec leur portée en Pologne, pour dominer tout adversaire et chiffres qui ont fait des pertes non pertinentes et ont gagné les pilotes allemands le surnom de l'Indien, Warm qui apparaissait partout en même temps. Même les nazis ont reconnu la catastrophe. En décembre 1944, Goebbels a marqué dans son journal les promesses de Göring sur la supériorité. Elles sonnent maintenant comme des délires criminels. Nous nous sommes battus contre la plus grande puissance industrielle du monde avec rhétorique. Rommel, avant le D-Day, a averti son équipe, les Américains peuvent perdre 10 chars pour chacun que nous avons détruit et noyé en acier. Lorsqu'ils atterrissent, ils viendront avec une supériorité importante qu'aucune position ne tiendra. Jusqu'à Hitler, en janvier 1945, à Wuspir, nous aurions dû entendre les rapports de Bertica. Alors que nous construisions des centaines, ils ont construit des dizaines de milliers. Albert Speer, l'architecte du miracle des armes allemandes, a témoigné plus tard, américain, des attaques systématiques et implacables contre des cibles industrielles ont réduit notre production de 35% pour les chars, 31% pour les avions et 42% pour les camions. C'était l'effondrement de nos armes. Le Messerschmitt Me-262, le chasseur AG allemand, 100 000 par heure plus rapide que n'importe quel allié, est arrivé trop tard. L'Allemagne n'a fait que 1430 unités, avec un maximum de 200 opérationnels en même temps. Leurs moteurs se sont cassés après 10 heures de vol, l'absence de matériaux critiques a forcé des substitutions grotesques. L'Amérique, en revanche, développe des jets depuis 1942. Bien que Bell PE-59 soit inférieur aux modèles allemands, le PE-80 tirant étoilé supérieur de tout jet ennemi en production avant la fin de la guerre. La différence ? Profondeur industrielle. Les États-Unis pourraient poursuivre plusieurs technologies simultanément, tandis que l'Allemagne pariait tout sur une lettre, et perdue. La supériorité technique de moi-262 ne valait rien sans quantité. Dans la guerre totale, la qualité sans échelle n'est pas pertinente. Et lorsqu'Hermann Göring a été arrêté le 8 mai 1945 par la 36e division d'infanterie américaine, il s'accrochait toujours à l'illusion. Notre technologie était supérieure, a-t-il insisté sur Augsbourg, seuls les chiffres nous ont gagnés. Mais les interrogatoires de camp au Luxembourg ont démantelé leur arnaque. En juillet 1945,
le major Kenneth Eclair a enregistré sa confession « Je savais que le potentiel industriel américain était immense, mais l'exécution a dépassé mes pires cauchemars. Cette usine de Willow Run a produit plus d'avions que toute notre force de bombardement à son apogée. Il était incompréhensible. » Göring était obsédé par les chiffres, une seule chaîne de montage américaine a égalisé toute la production allemande. Au cours de son jugement à Nuremberg, les procureurs l'ont écrasé avec des données, des graphiques montrant qu'en 1944, les États-Unis ont fait plus d'avions par mois que l'Allemagne en un an. Willow dirige des films alors qu'il répertoriait les villes allemandes réduites en décombres par des bombardiers hors de là. Dans son témoignage du 14 mars 1946, Göring a essayé de justifier l'injustifiable. « Je pensais que le potentiel économique et technique des États-Unis était exceptionnel, surtout dans l'aviation. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait augmenter la production 100 fois en 4 ans. Cela semblait physiquement impossible. » Le psychologue de la prison, G.M. Gilbert, a documenté sa fixation malsaine par les ratios statistiques, calculant, comparant les usines américaines avec l'ensemble de l'industrie allemande. Willow Run était son obsession, cette putain d'usine qui nous a cassé le dos. Quand ils lui ont montré que les États-Unis avaient produit 812 615 moteurs d'avion contre l'Allemagne 24 675, Göring a simplement regardé silencieusement. Les mathématiques de la défaite ont été irréfutables. La démocratie n'a pas été construite par des décrets, mais par des mains libres. Il n'a pas été imposé par des baïonnettes, mais falsifié en 16 heures par des travailleurs qui croyaient en ce qu'ils ont fait. Alors que l'Allemagne a épuisé ses ressources humaines dans des camps de concentration et des usines souterraines, les États-Unis ont transformé les femmes au foyer en soldats, agriculteurs en mécaniques et étudiants en ingénieurs. La différence n'était pas dans les ressources, c'était dans l'âme du système. Ce que Göring n'a jamais compris, c'est que la liberté n'est pas une faiblesse, mais la machine de guerre la plus puissante jamais inventée. Un travailleur libre innove, un esclave survit seulement. Une économie de marché s'adapte, un système de commande. La tâche. Lorsque les ingénieurs de Boeing ont réalisé que le BE-17 était vulnérable aux attaques avant, ils n'avaient pas à attendre la réunion de la bureaucratie de Berlin, une réunion de Seattle était suffisante pour ajouter des tours de mitrailleuses sous le nez d'avion en quelques semaines. Alors que la Luftwaffe a quand même discuté des changements dans les mémos, l'USAF volait déjà avec des solutions. La supériorité n'était pas seulement en nombre, mais dans la vitesse de l'évolution. Chaque cavalier revenant d'une mission a apporté des données qui, en 48 heures, sont devenues des améliorations de la chaîne de production. Les Allemands ont appelé cette improvisation, en fait, c'était un apprentissage institutionnalisé. Le système américain a non seulement produit plus, produit mieux à chaque cycle. Les derniers modèles Mustang PS51, par exemple, étaient 30% plus rapides que les premiers, tandis que le Messerschmitt Bf 109 de 1944 était essentiellement le même que 1940, avec des moteurs forcés plus puissants au-delà de ses limites. Et puis est venu le coup final, la capacité de concevoir l'avenir tout en combattant le présent. Alors que l'Allemagne a gaspillé ses meilleurs scientifiques dans des armes étincelantes telles que VE-2 Rockets, inexactes, et stratégiquement hors de propos, les États-Unis ont investi dans des innovations qui gagneraient non seulement la guerre mais la paix suivante. Les mêmes ingénieurs qui ont optimisé les lignes de montage des bombardements ont conçu les jets commerciaux des années 1950. Les usines qui ont produit le BE-29 converti en fabrication de réfrigérateurs et de voitures. Les connaissances accumulées en logistique militaire sont devenues l'épine dorsale de la mondialisation. Göring est décédé en sachant qu'il avait sous-estimé son ennemi presque comiquement. Il a imaginé qu'une nation qui produisait le modèle Ford TS ne pouvait pas fabriquer des forteresses volantes. Il ne comprenait pas que la même société qui a inventé le cinéma, le plan commercial et la radio pouvait, lorsqu'ils ont été provoqués, réécrire les lois de la production en temps réel. Les chiffres finaux sont écrasants. En 1944, les États-Unis ont produit un avion toutes les 5 minutes. Pas par hasard, mais par conception. Pas par chance, mais par système. La leçon reste intemporelle. Lorsque Göring a regardé Willow Run et n'a vu qu'une seule usine, les Américains ont vu l'avenir. Bien qu'il soit produit dans des tonnes d'aluminium, il médiatise en possibilité. La défaite de l'Axe n'était pas un accident de l'histoire, c'était la conséquence inévitable d'un système qui libère la créativité humaine plutôt que de le trier. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand les nations autoritaires qu'ils rêvent de défier l'Occident, ils devraient se souvenir du dernier souffle d'Hermann Göring, ils ne nous ont pas gagnés avec des soldats. Ils nous ont enterrés sur des montagnes de ce que nous avons appelé impossible. La victoire de la démocratie n'était pas seulement une question de chiffres, c'était la preuve définitive que les lignes de production pouvaient être aussi décisives que les usines en usine étaient aussi vitales que les soldats des tranchées,
que la mobilisation industrielle pouvait dicter le sort des nations avec la même précision que le génie stratégique. Göring a appris cette leçon trop tard, et le prix était l'annihilation de son pays. Du rire sarcastique avec lequel il a reçu l'annonce de Roosevelt en mai 1940 à Nuremberg éventuellement câblé en octobre 1946, sa trajectoire a décrit l'arc-effondrement nazi, un régime qui confondait le dogme avec le pouvoir, qui a échangé la réalité contre les mythes raciaux, qui croyait que la force brute d'un système oppressant pouvait surmonter les mathématiques raciales de la liberté dans l'action. Le maréchal du Reich, qui s'est moqué de la capacité de productivité américaine, est décédé en sachant qu'en 1944, les États-Unis ont fait plus d'avions que toute l'Allemagne en 6 ans de guerre. Son ironie de « l'inefficacité démocratique » est devenue le jeu de mots le plus cher de l'histoire avec des pièces de défaite absolue, d'effusion de sang et de cendres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 295 959 avions militaires américains contre 94 677 allemands. Mais la vraie victoire n'était pas dans les chiffres, mais dans le méthode. Dans la preuve irréfutable que les travailleurs libres surmontent les esclaves, que la collaboration volontaire écrase le commandement forcé, qu'une nation forgée par les immigrants, les rêveurs et exclus pouvaient, lorsqu'elles étaient unies par une cause équitable, enterrer la tyrannie sous un flot de progrès. Chaque B-24 qui est sorti de la chaîne de montage de Willow Run toutes les 63 minutes n'était pas seulement une machine de guerre, c'était la réponse de la démocratie à l'oppression. Chaque rivet martelé par les mains qui, des mois plus tôt, a suivi des recettes de gâteaux dans les cuisines à domicile. Chaque moteur assemblé par des jeunes qui ont changé les livres scolaires pour la responsabilité de sauver le monde. Chaque aile soudée par des travailleurs qui avaient fui la misère ou les préjugés. Ils ont tous démontré que les peuples libres, lorsqu'ils sont émus par un objectif plus élevé, sont capables de transformer l'impossible en routine et de noyer l'arrogance des tyrans sous le poids de leur propre production. Göring a ri quand il a appris que les États-Unis avaient l'intention de fabriquer 50 000 avions par an. L'Amérique a répondu en produisant 2 fois plus, et a donc réécrit le sort de l'humanité. Son rire résonna à travers les couloirs de l'histoire comme le son d'un calcul tragique, l'erreur mortelle d'un homme qui n'a jamais compris la démocratie ni l'ingéniosité qu'elle est délicate. En fin de compte, c'était à la fois la liberté et sa capacité à créer, qui l'ont enterrée, ainsi que tout ce qu'elle représentait, à moins de 300 000 avions qui ont transformé son mépris en la défaite la plus écrasante que le monde ait jamais vue.